retard parce que j'ai regardé l'émission avec Caroline Roux, qui est décidément très de droite. L'émission s'appelle L'événement, l'émission politique, vous savez, sur France 2. On va en parler tout à l'heure. Je vous fais juste le plateau parce que ça, voilà, ça vous donnera quelques pistes. Le Cornu, Mélenchon, De Villepin, Glucksmann. Voilà, on a eu le droit à ça. J'ai évidemment regardé. Il fallait bien. Alors bien sûr, merci d'être là. On va commencer par parler d'autre chose. C'était pas un débat. Hein. C'était pas un débat. Et non, je ne peux pas React France 2. La dernière fois que j'ai essayé, je me suis pris un Content ID, j'ai été banni 48 heures. Donc on ne va pas pouvoir faire ça malheureusement. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est commencer. On va parler de beaucoup de choses ce soir. Nous allons d'abord parler du chômage, des entrepreneurs, vous savez, en galère, blablabla. On va en parler, on en a parlé un peu lundi, mais là on va en parler avec des chiffres pour voir ce que ça dit. Et ce qui m'a donné envie d'en reparler, c'est un fait divers tout à fait anodin qui ne vous parlera absolument pas. Le restaurant Jack and Jess, qui pour moi était évidemment surcoté à Fougères, ferme ses portes. Et donc ça fait partie de ces TPE hein, qui sont liquidés et qui ferment. Donc on va parler de ça. On va parler ensuite des familles d'accueil et de l'ASE, puisqu'il y a un gros sujet quand même là-dessus depuis quelques années. Et là, je suis retombé sur un article aujourd'hui ou hier qui en parlait. Et vous allez voir, c'est un problème très global. Vous n'allez pas être très surpris, mais bon, malgré tout, il y a quand même quelque chose à faire. Nous allons parler du Canada dans l'Union européenne, bien sûr, puisqu'il y a un sondage qui a été fait récemment qui nous montre que le Canada, pour une partie de ses habitants, voudrait rejoindre l'Union européenne, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? C'est autre chose. Et puis, on finira par l'Ukraine, la paix en Ukraine. Il y a eu des rebondissements toute la journée suite aux discussions entre les Américains, les Russes, et pas nous, parce qu'on n'y est pas. Et pas tout à fait vraiment les Ukrainiens qui n'y sont pas non plus. Donc on va pouvoir discuter de tout ça et on va commencer par l'effondrement des entreprises, vous savez. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas plus tard que lundi, on est en train de battre des records de fermeture d'entreprises en ce moment, en tout cas des records par rapport aux périodes précédentes, c'est plus 18% de liquidation d'entreprises cette année par rapport aux années précédentes, avec le constat que ça s'explique par plusieurs raisons. L'inflation, bien sûr, les conséquences du Covid, et on en avait discuté. Souvenez-vous que après les grosses crises climatiques, pas du tout, les grosses crises sanitaires ou les reconstructions, donc les moments d'après-guerre, il y a souvent comme conséquence d'un très gros conflit armé ou d'une très grosse crise sanitaire, dans les quelques années qui suivent, de grosses conséquences économiques, et notamment de récession. C'est quelque chose, en tout cas, qui est arrivé après la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale aussi, évidemment, bien sûr, et ce qui est en train d'arriver là, maintenant, après la guerre en Ukraine / le Covid, qui sont quand même deux événements plus ou moins simultanés. Quasiment. Donc, en 10 ans, là, c'est du jamais vu, il y a très exactement 60 852 chefs d'entreprise qui ont cessé leur activité, ce qui veut dire qu'il y a, a priori, tout autant d'entreprises qui ont cessé d'exister. Ça, c'est selon l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs, donc c'est une association GSC, hein, voilà, et Société Altares qui visiblement se sont occupés de ce sondage, cette récolte d'informations. Et du coup, là où c'est différent de ce que je vous disais, et là où on a pas mal de choses dont on peut tirer, dont on peut discuter, c'est qu'en fait, on a des chiffres. Et l'explosion de perte d'emploi, elle se passe tout d'abord et peut-être même avant tout dans le secteur de la sécurité. Je sais qu'il y a quelqu'un ici dans le chat qui en parle souvent sur Twitch de la sécurité.
Mais le secteur de la sécurité peut être considéré comme un des secteurs non essentiels pour beaucoup de sociétés, parce que c'est un service qui ne peuvent plus payer. Beaucoup d'entreprises de la sécurité ferment. Voilà. Ensuite, l'immobilier. Ça, l'immobilier, on pouvait s'y attendre, et ça, c'était gros comme une maison. On l'annonçait déjà même avant la crise. Mais on a une augmentation de 34,7% du taux de chômage des agents immobiliers, des agents indépendants notamment, tout simplement parce que plus personne n'achète, parce que c'est trop cher, les taux sont trop hauts, l'inflation, le prix du foncier, s'il n'y a plus rien à acheter, il n'y a plus rien à vendre, il n'y a plus besoin d'agents immobiliers. Vous savez que moi je ne les porte pas particulièrement dans mon cœur, je ne considère pas que soit une profession qui apporte une énorme plus-value. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont acheté des maisons ou qui ont été dans des affaires, des litiges, on va dire, suite à des achats, précisément parce que les agents immobiliers ne font pas leur travail. Donc bon, voilà. Effectivement, l'immobilier, c'était gros comme une maison, bien sûr. Et le secteur de la construction, on en parlait aussi la dernière fois, ça construit beaucoup moins, c'est quasiment un quart, je crois, des fermetures d'entreprises de l'année. Et c'est une augmentation de 23,7% par rapport à l'année précédente, c'est le secteur de la construction. On n'en est pas très loin. Pareil, tu n'as plus de thunes, tu construis plus de maison, et comme on est dans une économie en France où c'est essentiellement le secteur privé qui est à l'initiative de la construction de logements, et tout est prévu pour, vous savez que les lois Pinel, etc., les aménagements fiscaux, les zones franches de TVA, les machins, etc., quand le secteur privé considère qu'il est trop cher, il est plus cher de faire construire que ce qu'on peut rapporter en loyer, alors que les loyers sont quand même plutôt hauts en France, ils ne construisent plus, ce qui provoque des récessions, ou alors les promoteurs n'arrivent plus à vendre leur lot, et donc du coup ils abandonnent les chantiers, et donc ce sont les entrepreneurs du bâtiment, du BTP qui sont directement impactés. Donc ça, ce sont les trois principaux secteurs. Alors moi, je ne savais pas du tout pour la sécurité, c'est pas très étonnant finalement. Et puis, il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup touchés en ce moment. C'est d'abord le secteur de la transport et la logistique, soit le fret ou de voyageurs. Ça va compter beaucoup de Uber, par exemple, aussi, mais aussi les taxis. Ça va compter du transport routier, les camions, quoi, en gros. Là, pareil, 29,3% d'augmentation des cessations d'activité. Et puis, on a d'autres secteurs où on a des augmentations significatives de fin d'activité, l'agriculture, le commerce, l'information et la communication. Donc l'agriculture, c'est face à la concurrence des prix et la concurrence des grosses exploitations, beaucoup de petites exploitations ferment. Le commerce, c'est face à plein de gros magasins, beaucoup de petits magasins ne pouvant pas, par exemple, payer la facture de chômage, la facture de chauffage, ferme. L'information et la communication, parce que dans le tertiaire, les budgets de communication sont les premiers à être sabrés dans les entreprises pour pouvoir maintenir une chaîne de production ou un travail. Voilà, donc ça, de toute façon, on en a déjà parlé plein de fois ici, mais c'est évidemment toujours là-dedans qu'on coupe en premier. Et il y a bien sûr aussi, et là on va en parler plus précisément, la restauration. La restauration, ça fait partie des secteurs en récession qui montrent que donc il y a aussi une crise de la restauration qui est assez profonde. Juste pour finir sur les chiffres, il faut quand même savoir que la plus forte progression concerne évidemment les dirigeants de TPE de 6 à 9 salariés. Donc c'est même pas particulièrement celle de 1 à 3 ou celle de 3 à 6, c'est vraiment celle de 6 à 9. C'est 30% en un an d'augmentation. Là où en revanche, la perte d'emploi des dirigeants d'entreprise de plus de 50 salariés recule de 19%. Alors ça, c'est exactement ce dont on discutait lundi. C'est qu'en fait, les plus petites sociétés ont beaucoup plus de mal à tanker ces périodes un peu de récession, ces périodes d'inflation, que les entreprises un peu mieux installées qui, elles, pour le coup, profitent de nouveaux marchés, des nouveaux marchés qui leur sont quasiment offerts avec la fermeture de leurs concurrents un peu moins solides. Donc les gros récupèrent très largement
se réjouissent très largement de cette récession économique chez les plus petits. Pour le dire assez simplement. Il faut quand même savoir qu'un tiers des entreprises affectées avaient plus de 10 ans d'activité, ce qui est quand même assez significatif. Hein. C'est pas juste des entreprises qui sont lancées il y a 2 ans et qui n'ont pas réussi à fonctionner. Et je crois que c'est un quart ou un tiers d'entre elles faisaient quand même plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on est quand même sur des boîtes qui avaient quand même une certaine existence. C'est l'existence de Linguistica, et Linguistica, ça a 10 ans, par exemple. Et moi, je le sens, la récession, par exemple. On en a parlé beaucoup la dernière fois aussi. Alors, la restauration, parce que je suis arrivé là-dessus avec mon fait divers sur la restauration, les restaurants de fougères. Jack and Jess est en train de fermer. Et moi, je peux même vous montrer le journal et l'article. Le plus gros, alors c'est direct sur la première page du Ouest France, considéré en gros comme l'un des restaurants emblématiques en mode cuisine du monde, à Fougères, tout fait sur place, du burger haut de gamme, dans une rue commerçante. Et en gros, le premier sous-titre, c'est les patrons dénoncent le fait qu'il y ait trop de fast-food qui est ouvert enfin, dénoncent la concurrence déloyale des fast-food. Je crois que c'est un truc comme ça. Et quand on lit l'article, ça nous explique que c'est la faute des jeunes, parce que les jeunes, ils préfèrent aller dans les fast-food plutôt que manger bien. Je pense que les patrons du Jack and Jess de Fougères passent complètement à côté du point. Complètement à côté. Alors, il y a une chose sur laquelle ils ont probablement raison, c'est que les jeunes, en fait, n'ont pas 15 € à mettre dans un burger. Ça, c'est évident. Mais en fait, pour parler à... Je connais plusieurs personnes ici qui bossent dans la restauration à Fougères. C'est tous les restaurants de Fougères ont une baisse d'activité. C'est pas eux, parce qu'il y a un nouveau Pizza Hut ou parce qu'il y a une offre au McDo, particulièrement. C'est les plus gros restos même les plus gros restos de Fougères, en nombre de couverts, en nombre de salles, c'est-à-dire des salles à 100 couverts, sont impactés par cette baisse d'activité. Et tout particulièrement, les restaurants qui profitent et qui ont besoin de l'été pour se faire, en gros capitalisent sur le tourisme. Cette année a été plutôt une mauvaise année pour le tourisme. Il a fait moche, les gens n'avaient plus de thunes. Ils préféraient faire des sandwichs à emmener dans leur sac plutôt qu'aller bouffer dans la crêperie beaucoup trop chère du coin. Et donc une bonne partie des restaurants se sont retrouvés là à la fin de l'année avec un bilan beaucoup plus bas, ce qui fait par exemple que le Buffalo pendant longtemps, et c'est une des stratégies qu'ont les restaurants quand ils sont grands, ont fermé une partie de leur salle, ont eu des réductions de personnel. Et pour les plus petites structures, elles ont fermé parce qu'elles ne peuvent plus tanker, surtout dans un monde où le coût des matières premières a pris 20% en 5 ans. L'énergie a été multipliée par 3. La masse salariale a augmenté de 25% en nombre de salaires parce que la pénurie d'emploi a fait augmenter les salaires. Donc, ça voulait dire à quel point ils étaient quand même mal payés avant les serveurs. Hein. Et aussi, surtout, en fait, ce que ça cache ce chiffre, c'est qu'en fait, on demande, c'est qu'il y a des restrictions budgétaires qui font qu'on emploie moins de gens, mais que ces personnes-là, on leur demande de faire des heures supplémentaires. Moi, j'ai un pote à Fougères, là, il y a pas longtemps, qui bosse dans leur station, qui a fait 52 heures dans la semaine. Ils ont plus qu'un cuisinier ou 2 serveurs, ils en avaient le double avant, et ils se retrouvent chacun à faire un temps complet et demi, quoi. En gros. Donc, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de restaurateurs ciblent les concurrents type McDo. Et c'est vrai, on est le pays d'Europe où il y a le plus de McDonald's installés. On est un pays où d'ailleurs il y a une quantité de restaurants astronomique. C'est effectivement peut-être là aussi un des problèmes. Il y a 171 000 restaurants en France, dont 14 000 ne serait-ce qu'à Paris. Il y a un nombre de restaurants qui est démentiel en France. Et ce nombre de restaurants a eu tendance plutôt à augmenter ces dernières années. Pendant le Covid, d'ailleurs, il y a beaucoup de néo-ruraux ou d'anciens cadres de machins qui ont tout plaqué et qui habitaient en ville pour ouvrir des petits restaurants en province. Ça fait partie des trucs un peu typiques, on va dire. Moi, j'ai plusieurs amis ici qui ont bossé à Fougères, dans 2 ou 3 crêperies qui sont toutes différentes, qui ont été reprises il y a moins de 5 ans, par des gens qui avant bossaient dans le tertiaire, en ville, avec des emplois très qualifiés, qui viennent pas du tout de la restauration et qui ont racheté des petits restaurants et qui les font mal tourner. Ça, c'est aussi une des réalités économiques de ce milieu-là. Donc, il
il faut savoir que, en gros, donc, face à ce contexte, donc une hausse, j'ai noté une hausse 400% sur l'huile de friture, là, en 5 ans. Non, pardon, en 10 ans, 400% sur l'huile de friture, 300% sur l'huile d'olive, sur la mayonnaise, sur la moutarde. Un restaurateur sur deux a décidé, depuis le Covid, de revoir sa stratégie d'achat, notamment en ajustant les prix pour rester rentable. Les prix ils ont pris 25%, comme je le disais avant. Non, 20%, pardon. Non, 25%. Attendez, j'ai le chiffre sous les yeux. Les prix ont pris... Bref, ça a significativement augmenté. Je l'avais sous les yeux, je pouvais retomber dessus. Beaucoup revoient leur carte ou leur logique de production, c'est-à-dire en supprimant les plats qui coûtent trop cher ou en s'approvisionnant autrement, c'est-à-dire potentiellement il y a une baisse de la qualité aussi pour pouvoir maintenir leur rentabilité. Et pour pouvoir maintenir leur rentabilité, on considère qu'il faut une marge brute d'environ 60 à 70% sur les produits alimentaires. Et ben du coup ça marche énormément sur les boissons, ça peut monter à 85% sur les boissons, c'est pour ça que tous les coca coûtent 4 € aujourd'hui, alors qu'il y a encore 5 ans, on pouvait avoir des coca à 2 €, 2,50 € dans le commerce. Enfin dans le commerce, dans la restauration. Ce qui fait que l'endroit le moins cher où vous pouvez avoir un coca aujourd'hui, c'est à McDonald's, d'ailleurs. C'est à peu près 83% des restaurateurs qui disent rencontrer des difficultés pour avoir du personnel. C'est 23%, pardon, les prix de restauration, c'est 23%, j'ai le sous les yeux. Donc finalement, est-ce qu'ils n'auraient pas raison, certains commerçants, de dire en fait c'est la faute des McDo, des Pizza Hut, des machins qui sont beaucoup trop compétitifs parce que ce sont des grandes chaînes de fast-food et qui concentrent maintenant l'intégralité de la bouffe et tout. Et en fait, il se trouve que plutôt pas. Il y a une chose dont tous les restaurateurs oublient, qui est désormais l'un de leurs concurrents, et qui est d'ailleurs l'un des secteurs, au moment où il y a plein de boîtes qui ferment, qui se porte l'un de mieux et celui où il y a le plus de reprises, c'est le secteur de la boulangerie. Dans le secteur de la boulangerie, il y a un chiffre d'affaires en augmentation significative, un nombre d'activités en liquidation qui est en baisse, en gros, en bonne baisse, parce que désormais, en fait, une bonne partie du CA de beaucoup de restaurants en France, c'est le midi, c'est les travailleurs. Et on a eu toutes les histoires sur les tickets resto, vous avez entendu. Eh bien, aujourd'hui, les travailleurs n'ont plus assez de thunes pour aller bouffer au resto, même au resto ouvrier le midi. Ils vont donc à la boulangerie prendre les packs ou les menus déjeuner. Ils s'en sortent pour moins cher. Et les boulangeries qui ont pris ce virage-là, le virage de on prépare des sandwichs le midi pour les travailleurs et on leur fait des petites formules, ça cartonne de ouf. Ça cartonne énormément. Et donc là, il y a une forme de concurrence. Et là, pour le coup, quand on mesure les habitudes et quand on va voir les habitudes de consommation, on voit que ça a vraiment évolué, notamment le midi. Et les restaurants sont beaucoup moins fréquentés le midi aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant le Covid. Bien sûr, il y a le télétravail qui a beaucoup impacté ça. Le fait que les travailleurs ne soient plus sur site font qu'ils ne vont pas manger sur site. Mais il y a vraiment l'essor des boulangeries et qui est une forme d'adaptation face à la baisse du pouvoir d'achat. Et donc, en fait, le problème de Jack and Jess, par exemple, qui est rue des Feutries à Fougères, eh ben, c'est peut-être moins le Pizza Hut qui n'est franchement pas à côté, ni le McDo qui est franchement très loin. Et en plus, les jeunes, il faut qu'ils marchent pour y aller, que la boulangerie et la quantité de boulangerie qu'il y a dans Fougères, ou moi-même, par exemple que la Micaline, ou moi-même, je dois vous dire, j'ai dû manger 1 ou 2 fois à Jack and Jess alors que j'habitais dans cette rue auparavant, alors qu'à la boulangerie, j'y bouffais 2 fois par semaine. Parce que c'était vachement moins cher. Merci Scrooyou pour le sub. C'est juste... Et oui, d'ailleurs, il y avait la queue dans la rue. Et si jamais j'y allais pas avant 11h, il n'y avait plus rien, tout était parti. Avec pourtant des sandwichs qui étaient quand même un peu chers. Vous vous retrouvez à 5-6 balles le sandwich. Et donc oui, les sandwichs de boulangerie, ce sont des sandwichs haut de gamme. Et c'est toujours moins cher que les restaurants, entre guillemets, bas de gamme,
qui n'arrivent même plus avec un plat du jour, y compris comme produit d'appel, à attirer des gens qui ont un pouvoir d'achat qui s'est drastiquement resserré. Et donc, il y a quelque chose, ça dit quand même quelque chose de notre société, ce qui se passe, et ça dit aussi quelque chose de ce réflexe de vouloir à tout prix accuser les chaînes de restauration, mais les chaînes de restauration, pour beaucoup d'entre elles, quand même, rappelons-le, ce sont souvent des franchisés. C'est-à-dire, en gros, ce sont des gens qui payent le droit d'utiliser une marque et qui doivent reverser une partie de leur chiffre d'affaires au groupe où ils achètent la marque pour pouvoir l'exploiter. Mais par exemple, moi, quand je suis arrivé, le Subway de Fougères, il a existé, il a fermé. Il n'a pas marché. Il y a 2 McDo à Fougères. Bon, ils sont vraiment situés sur des zones commerciales et industrielles. Ils sont pas du tout en ville. Donc c'est clairement pas eux qui attirent la masse des étudiants. Moi, quand je vais souvent au McDo de l'Écousse, qui est le meilleur des 2 McDo, vous savez, on a fait la tier list des restaurants de Fougères. Moi, je vois assez peu de jeunes dans le McDo de Fougères. Je vois beaucoup de familles qui viennent en bagnole, mais je vois pas de jeunes. Et les jeunes, par contre, ils vont beaucoup dans les boulangeries. Oui. Et les sandwichs ont augmenté, ouais. Il y a une vraie tendance à ça. Et puis, il y a même, et d'ailleurs, ça c'est pas précisé, mais moi je constate cette tendance, peut-être qu'elle est localisée, mais peut-être que vous pouvez la constater vous-même, que de plus en plus de petites supérettes, vous savez, les Carrefour City, là il y avait un Utile rue des Feutries qui s'était installé. Vous voyez ces espèces de petits magasins hybrides du coin. Le Carrefour, par exemple, de Fougères, qui est en centre-ville de Fougères, dans l'ancien centre-ville, maintenant a des plages horaires qui sont vraiment très importantes, et ils ont intégré, depuis qu'ils ont refait le Carrefour, ils ont mis un espace avec un micro-ondes, des tables et des chaises pour pouvoir manger sur place. Donc tu peux acheter de la restauration, du sandwich préparé la veille ou préparé à la main, soi-disant, pour pouvoir manger sur place. Et ça, tu t'en sors pour moins de 5 balles. Dans le Carrefour. Il y a un tout petit Carrefour. Dans le Carrefour. Donc voilà. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas en termes de restauration là-dessus. C'est évident. C'est évident. Et il y a aussi peut-être un peu trop de restaurants en France aussi, quoi. Pendant longtemps, les restaurateurs se sont vraiment bien mis, en tout cas pour une partie d'entre eux. Et là, certains, effectivement, face à la hausse de la matière première et à la hausse des coûts d'énergie, se rendent compte que, en fait, ça devient dur. Mais en fait, ce qui fait que ça devient vraiment dur pour eux, parce qu'en fait, ils pourraient tenir pour une partie d'entre eux, c'est effectivement que les gens désertent. Et si les gens désertent, c'est parce que c'est devenu trop cher. Il y a quelque chose de récessif là-dedans, malgré la baisse de la TVA sur la restauration qui date d'il n'y a pas très longtemps, malgré tout. Ah bon, on en parlait de Marie Blachère, par exemple, la dernière fois. Marie Blachère, ma fougère, là. Marie Blachère, c'est un groupe qui est très récent. C'est très récent, Marie Blachère. Marie Blachère, maintenant, ils font des pizzas, des gâteaux, des trucs, des machins. C'est devenu démentiel. Donc, de ce côté-là, là-dessus, sur la question de la bouffe et des restaurateurs, les restaurateurs se plaignent, on peut les comprendre pour certains d'entre eux, bien sûr, mais ils se trompent de cible. Ils se trompent clairement de cible. Et leur problème, en fait, c'est moins le mauvais jugement moral des jeunes ou la déshérence d'une partie de la jeunesse que un climat politique dans lequel les gens ne gagnent pas assez pour aller se nourrir au restaurant et où ils ont d'autres concurrents qui sont eux-mêmes des commerçants, qui font eux-mêmes de la restauration, qui sont eux-mêmes des TPE, qui leur passent devant avec des offres bien plus intéressantes. C'est sûr, voilà. Et c'est vrai que par contre, pour le coup, quand tu vas en boulangerie, t'as pas besoin de serveur, y a pas besoin de chiottes, pas besoin de manger sur place. Ça, c'est sûr. Hein. Merci, Studebaker, pour le sub, merci. J'ai l'impression que les restaurateurs sont des vendeurs de pellicules argentiques à l'ère du numérique. Après, moi, j'aime bien le restaurant.
J'aime vraiment bien aller au restaurant. Moi, c'est l'un des premiers réflexes que j'ai pris quand j'ai commencé à avoir une carte de société et que plutôt que faire des réunions chez moi, je pouvais inviter les gens au resto pour faire des réunions au resto. Tu prends très vite le réflexe. C'est quand même très cool. C'est vrai que c'est très sympa. Mais c'est vrai que c'est devenu très cher. Avant, pour moi, 20 balles, au restaurant, pour 20 balles, tu pouvais t'en sortir. Aujourd'hui, dans beaucoup de restaurants, on en est plutôt sur les 40 balles. Vraiment. Et vous savez, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de, je vous le dis parce que je le sais, beaucoup de clubs libertins, par exemple, qui sont en difficulté et qui ont décidé d'augmenter les prix des consommations. J'ai même été à un club il y a pas longtemps où ils voulaient interdire, ils avaient une fontaine à eau disponible pour les gens et ils avaient retiré la fontaine à eau, soi-disant parce que les gens mettaient des gobelets partout. C'était pour forcer à la consommation. Pour essayer de renflouer le chiffre d'affaires. Il commence à avoir un trou dans la caisse à cause de la facture d'électricité. Bah, les gens, du coup, qu'est-ce qu'ils se sont mis à faire? Ils se sont mis à, pour beaucoup de gens que je connais, à arrêter d'aller en club et à faire des soirées privées, en fait. Parce que ça coûtait moins cher. Ah oui, 1400 € de note de frais, t'as fait, bah, bravo. Bravo Studebaker de nous confier ça dans le chat, bravo à toi. Moi après, bon, ça c'est mon truc, moi je mange au restaurant souvent des plats que je ne mange pas chez moi. Par exemple, je mange de la viande rouge au restaurant alors que j'en achète pas. J'en achète jamais. Euh, Parce que c'est un peu le moment où tu fais un peu la sortie, voilà. Et puis, je vais consommer au restaurant, et je pense que c'est ce que beaucoup de gens font, des choses que tu ne peux pas vraiment consommer chez toi parce que tu pourrais le faire chez toi, mais il faudrait faire à bouffer pour 10, quoi. Genre, j'adore la langue de bœuf. La langue de bœuf, j'en fais épisodiquement chez moi quand j'invite des gens, quand on est au moins 6 à bouffer. Mais une langue de bœuf, je vais pas me faire une langue de bœuf si je suis tout seul. C'est pas possible. Ça fait partie de ces genres de plats où c'est des gros morceaux de viande, des grosses quantités, des grosses préparations qui justifient de gros volumes. T'as besoin de faire des gros volumes pour que ce soit intéressant, y compris pour toi. Donc c'est pas pareil la pizza. Avoir faire une bonne pizza chez toi, ça prend beaucoup plus de temps que ce que ça ne te prend dans une pizzeria où il y a le four pour etc. D'ailleurs la pizza est c'est l'un des commerces en restauration qui est le plus rentable, hein, sachez-le. Donc voilà. Enfin voilà, bref. On est sur économiquement un temps un peu compliqué et j'aimerais vraiment que les gens comprennent que les artisans et les professionnels et les entrepreneurs comprennent, et pour le coup, bah, j'ai une société, je sais ce que c'est, je peux en parler, que oui, t'es en bout de chaîne quand il y a une politique économique de récession, euh, et que toi tu votes à droite parce que t'es un entrepreneur et que tu penses à tes taux d'impôt et que tu penses le problème c'est les charges, bah, si en bout de compte tu réduis le pouvoir d'achat des gens qui te payent des travaux quand t'es artisan, t'achètes de la bouffe quand t'es restaurateur ou que sais-je, bah, c'est toi à la fin qui a moins d'argent. Faut pas être bête. Vraiment. Il faut, euh, il faut l'intégrer, ça me paraît assez simple à comprendre. Et c'est une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps avec un artisan. Il me disait en ce moment c'est la merde. Je sais, mais pendant le Covid, vous vous êtes tellement bien mis. À faire des devis x2, à inventer des pénuries de matériaux que vous n'avez pas pour pouvoir tirer le max des clients. Bah, quand les clients sont devenus plus solvables et qui se sont dit en fait ça me coûtera beaucoup moins cher de le faire au noir ou de le faire moi-même, ou que j'attende 5 à 10 ans que les prix baissent, bah, vous vous retrouvez avec une grosse baisse d'activité, quoi. Dans des moments où vous vous êtes cru les rois du pétrole, vous avez lancé des investissements sur 5 ou 10 ans et vous pouvez plus les rembourser, quoi. Bah là, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé. Il y a des gens, voilà, deux, trois artisans du coin, là, que je ne citerai pas, sont passés de 3 à 6, de 1500 balles par mois à 4000 par mois, à fermer la boîte. Parce que oui, tout était, tout était basé sur la projection. Enfin, sur le moment, si tu presses les gens, ils n'ont pas le choix, ils payent, et bon, au bout d'un moment, ils ont plus de sous, quoi.
La tentation du marché noir pour l'artisanat en France, le travail au noir, elle est extrêmement palpable. Hein. Il y a énormément de gens, énormément d'artisans que je connais qui travaillent au noir, qui sont au chômage et qui travaillent au noir. Dans un contexte incertain où t'es pas sûr de lancer une société qui marche et où tu vois tous tes potes se faire virer et où les sociétés qui t'embauchaient avant commencent à avoir des difficultés économiques. J'en parlais par exemple récemment. Moi, j'ai un ami euh, qui s'est retrouvé dans une boîte là de panneaux solaires. Ça a super bien marché. Il a eu du boulot plus qu'il n'en fallait. Et au bout de 9 mois, on lui dit que peut-être il va se faire virer parce qu'en fait, nouveau budget de l'État, plus d'aide au photovoltaïque, la moitié des clients ne sont plus dispo et ne veulent plus installer de panneaux solaires. Du coup, leur chiffre d'affaires va se retrouver par être divisé par deux. Bah, c'est sûr que beaucoup de gens se posent la question de savoir si c'est pas mieux de bosser au black. Dans ces cas-là, c'est évident. Après, y en a énormément. Moi, tous les artisans, je crois que tous les artisans, sans exception, m'ont proposé de faire du black hein, pour la maison. Hein. Peut-être pas tous, mais beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, une partie des artisans, ici, étaient en auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'ils avaient un mode de fonctionnement qui était pas loin du noir, en fait. Quelque part. C'est-à-dire que c'était légal, bien sûr, mais c'était à moi de payer tous les fournisseurs directement. Donc, je payais la TVA surtout. Et ensuite, moi, je ne payais que la main-d'œuvre sur une autre entreprise qui était la leur. Donc, c'est évident. C'est évident que qu'on n'en est pas loin, quoi. Donc forcément, il y a des caisses noires et voilà. Et beaucoup de petits commerces aussi. Ah bah, vous savez, il y a pas très longtemps, euh, j'ai eu des soucis de voiture. Vous le savez, vous avez suivi l'histoire, bien sûr, pas de problème. Euh, bon. Et là, j'ai appelé plusieurs sociétés de taxi de Fougères, leur disant que j'avais besoin d'une facture. Parce que c'était un voyage de société. C'est-à-dire que moi, je devais me déplacer en société, c'est-à-dire pour des raisons de travail, à Paris, à machin, et que pour ça, il fallait que je puisse être emmené à la gare. Pour être emmené à la gare, en gros, il fallait que je sois emmené à la gare routière. Parce que j'ai demandé combien ça faisait de faire un Fougères-Rennes. Ça prend 35 minutes, hein, 40 minutes. En taxi, on m'a demandé des 200 balles, des trucs comme ça. C'est démentiel. Et j'ai pas payé 200 balles. Putain, la caméra a encore freeze, c'est incroyable. C'est vraiment très chiant, attendez. Faut que je vérifie les options, mais il y a un truc à tweak dans l'ordi pour modifier ça, pour empêcher ça. Bref, peu importe. Oui, avec la voiture considérée comme une épave. Euh, j'ai fait 3 compagnies de taxi. Les 3 m'ont dit qu'en gros, ah oui, mais en leur disant, mais vous prenez la carte. Hein. Ah oui, mais ça nous arrange pas. On n'a pas le TPE dans la voiture et blablabla et blablabla. Et en gros, j'en ai parlé avec un taxi un autre taxi sur Paris que j'ai dû prendre quand j'étais au festival Émissaliade, là, qui me ramenait pas à l'aéroport, à la gare TGV, pardon. Et en gros, il m'expliquait, il me disait, ouais, en gros, la plupart des taxis aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du transport médicalisé. Donc en gros, comme ça, ils ont des plannings giga à l'avance, tout est remboursé par la Sécu. Et le transport de particuliers qu'ils font, ils n'en font pas. Donc avec la Sécu, ils peuvent pas tricher. Et donc l'intégralité du cash qu'ils font rentrer, c'est sur les particuliers. Comme ça, ils ont leur chiffre d'affaires assuré et garanti avec les factures par l'État, par la Sécu. Et tout le reste, ça passe au black avec les particuliers. Moi, pour Fougères, j'ai fini par avoir un gars qui m'a dit ah oui, bon d'accord, finalement, on a le TPE dans la voiture, c'est magique, ça marche en fait, etc. C'est incroyable. Bon, voilà. Donc ça a été compliqué, de chez compliqué, avec pendant tout le trajet à me dire que l'URSSAF c'est des voleurs. Et que l'URSSAF ceci, et qu'on paye trop de taxes en France, et blablabla. J'ai eu le discours, hein, évidemment, bien sûr. La dernière fois que j'ai pris le taxi. Bon. Euh,
Ah bah, je pense que il y a certains trajets de sécu qui sont effectués à vide, hein. Ça très probablement, tant qu'il n'y a pas de contrôle, j'ai envie de vous dire. Enfin voilà, sur la question des sociétés, des entreprises. On va passer à la question des familles d'accueil. Vous saurez qu'en France, on manque de familles d'accueil. On manque drastiquement de familles d'accueil en France, alors que pourtant, et là, je vous en parle parce que ça concerne visiblement le département du 35, sinon ça paraît beaucoup de département du 35. Par exemple, le département du 35 était construit comme un département bien doté. En nombre de familles d'accueil, il y avait à peu près 800 familles d'accueil, je crois, dans le 35. Population qui doit bientôt avoir 1 million d'habitants. Et là, et donc ça, c'était il y a quelques années. Et puis là, on est après le Covid. Et depuis le Covid, les besoins en familles d'accueil ont complètement explosé. Et du coup, maintenant, on a carrément le département qui a fait un appel à candidature parce qu'il manque de familles d'accueil. On va en reparler après, une bonne partie des mesures, des enfants placés qu'ils n'arrivent pas à placer. Et donc, il y a une crise de vocation, entre guillemets. Alors, faut savoir que j'ai regardé en moyenne, donc une famille d'accueil, quand on est famille d'accueil, donc c'est un travailleur social, hein. C'est un boulot qui est donc du coup H24, hein, c'est un boulot qui est 24 heures sur 24, l'enfant tu l'as 24 heures sur 24 chez toi. Le salaire, il est d'environ 2000 euros net, voilà. Ces 2000 euros net, ça inclut évidemment le budget enfant, hein. C'est dans ces 2000 euros net sont inclus... il faut compter la bouffe pour l'enfant, les cadeaux pour Noël, l'habiller, le sortir, etc. bien sûr. Donc selon si jamais vous voulez marger ou pas un peu plus, gagner un peu plus, vous tirez sur l'enveloppe enfant. Il n'y a pas une enveloppe salaire et une enveloppe pour l'enfant, quoi. C'est une enveloppe globale. Mais surtout, il n'y a plus de jeunes qui font ce métier. L'âge moyen d'un travailleur social famille d'accueil, c'est 53 ans. 90% sont des femmes. Et comme on manque drastiquement depuis le Covid, voilà, avec le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de violences domestiques. Pendant le Covid, il y en a eu énormément. Et donc, ça a augmenté déjà drastiquement un besoin qui était assez peu, on va dire, comment dire, c'était pas comblé, quoi. Là, avec le Covid, c'est encore pire. Et donc, on a un certain nombre de placements en France qui sont ordonnés, mais qui ne sont pas exécutés. En novembre dernier, c'était par exemple 3352 enfants qui avaient été placés par la justice qui ne pouvaient pas être placés. Voilà. Il faut savoir que 77% des juges pour enfants renoncent à placer des enfants en danger parce qu'ils n'ont pas de place. Dans un contexte où, en 2022, 60 enfants sont morts d'une mort violente dans leur famille, alors qu'ils auraient peut-être dû être placés dans une famille d'accueil. Les chiffres sont ahurissants, hein. C'est là actuellement, tenez-vous bien, hein, 254 673 enfants, donc plus de 250 000 enfants, qui sont considérés comme en danger, pour lesquels il y a une mesure judiciaire de protection qui ont été décidées. Et on a 522 juges pour enfants en France seulement. Donc on a en gros un juge pour enfants pour 500 dossiers avec une mesure judiciaire de protection qui a été décidée. C'est énormissime. C'est énormissime et donc on a des gros trous. C'est départementalisé, me dit-on, c'est très variable selon les zones. Alors oui, apparemment les zones les plus en disette de familles d'accueil, c'est le nord et c'est une partie de l'ouest de la France. Voilà. Donc on a beaucoup plus de besoins qu'on a de moyens. On a actuellement 3000 enfants à la rue. 8000 anciens enfants placés sont devenus SDF chaque année, hein, deviennent SDF chaque année. Et du coup, pour pallier à tout ça, on a beaucoup d'associations, comme souvent. Quand l'État est défaillant, on a des gens qui font des associations pour essayer de porter à bras-le-corps un problème social que, normalement, la puissance publique devrait traiter,
mais sur laquelle la puissance publique est défaillante. Vous savez, c'est un peu comme les restos du cœur, c'est un peu comme beaucoup de choses. C'est censé être palliatif et c'est censé être la béquille qui, comment dire, qui normalement est censé être temporaire, et puis ensuite l'État t'applaudit et te remercie d'être là et t'intègre quelque part dans son budget, quoi, sans te donner l'argent. Donc, sauf que les associations n'arrivent plus à gérer non plus. Les associations, elles sont à sec, elles n'ont plus de thunes, elles n'ont plus d'aide, les gens n'ont plus le temps. C'est la merde. Et évidemment, bien sûr, moins de familles, c'est aussi... Enfin, moins de familles et pas assez de juges et pas assez de personnel, c'est aussi moins de contrôle des familles d'accueil. Et donc se pose aussi la question de l'assurance, hein, de la mission de ces travailleurs sociaux qui ont récemment, pour certains d'entre eux, été, comment dire, plus que défaillants, puisqu'on a eu, encore récemment l'histoire d'un enfant ou d'une enfant, je ne sais plus, décédé dans le cadre d'une famille d'accueil suite à de la maltraitance dans leur nouveau foyer. Donc c'est particulier, c'est une situation vraiment catastrophique. C'est vraiment de la merde. Voilà. Moi j'ai un ami, dont les parents étaient famille d'accueil. J'ai deux amis dont les parents étaient famille d'accueil. J'ai un ami dont je vais vous parler de celui qui j'ai parlé plus récemment, dont les parents étaient famille d'accueil, et donc du coup qui avait adopté 3 des enfants qui avaient été placés chez eux. Donc du coup il avait 5 frères et sœurs, dont 3 adoptés. Parce qu'au bout d'un moment, les parents ne veulent pas laisser partir les enfants, quoi, parce qu'ils les considèrent comme les leurs, quoi. Donc, il y a ce genre d'histoire. Il y a des choses un peu plus complexes. J'avais un autre ami quand j'étais pour le coup au lycée. Sa mère était famille d'accueil et elle était déjà vieille, sa mère. Elle avait déjà plus de 60 ans, je crois. Et elle devait gérer des gamins difficiles. Avec 2 gamins difficiles, et en fait, elle, ce qu'elle expliquait, c'est que tu en parlais justement, que elle disait qu'en fait le maintien, vous savez, quand la politique aujourd'hui en France, c'est de toujours conserver un lien familial. Et elle précisément, elle le dénonçait parce qu'à chaque fois que du coup le père de famille voyait ses 2 enfants qui étaient placés chez elle, elle les récupérait dans un état psychologique désastreux. Et c'était absolument un enfer. Du coup, un enfer. Parce qu'il fallait maintenir le lien. En même temps, c'est compliqué de soustraire un enfant à l'autorité de ses parents. J'imagine que l'État n'a pas envie de prendre la mauvaise décision, mais des fois, en maintenant des enfants dans des situations, en voulant leur assurer un lien avec leur géniteur, on leur fait évidemment plus de mal que de bien. Donc c'est un sujet extrêmement compliqué, le sujet de l'aide à l'enfance. Quoi qu'il en soit, c'est en ce moment dans une période vraiment de crise. Il y a eu des manifestations très récemment qui ont été faites à Paris sur le sujet. C'est extrêmement compliqué. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gamins, quoi? Les pauvres gamins. Et le chiffre de 255 000 enfants considérés comme en danger, c'est énormissime. Vous vous rendez compte de la quantité de gens que ça fait? C'est un choix idéologique de la part des ASE, donc des aides sociales pour l'enfance, la famille qui, lorsque ces gamins construisent des liens avec les familles d'accueil, les retire. La même qui, lorsque ces gamins construisent des liens avec la famille d'accueil, les retire. Ah bah oui, oui. Ça fait énormément d'enfants, hein. Vous vous dites, par département, ça en fait 2500, quoi, à peu près, en moyenne. Et encore, ce sont les enfants où il y a eu des mesures judiciaires. On a tous connu des familles
où l'aide sociale pour l'enfance n'est jamais passée, n'a jamais été appelée, n'a jamais été saisie, et qui ont été un peu plus élevés par la rue que par leurs parents. Moi, j'en connais, hein, avec qui j'ai grandi. Hein. Il y a plein d'assos qui s'occupent de ce sujet. Ce sont souvent des associations assez localisées pour mener à bien cette mesure localement. On dit dans le chat que c'est parce que l'ASE doit respecter les décisions de justice et qu'ils ne peuvent pas décider de rompre le lien. C'est pas eux de le faire. Ils doivent aller voir un juge pour enfants, j'imagine. C'est le juge pour enfants qui décide. La situation de l'accueil des enfants handicapés, c'est pas mieux non plus. Ah bah j'imagine bien. J'imagine bien. C'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a un documentaire avec Bruno Solo qui joue un travailleur social là. Un reportage qui est sorti sur une fille. Il y a une fille qui a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle. Putain, le reportage il s'appelle. Je crois que la même nom que le bouquin, ça s'appelle Confession. Non. Confidence. Non, signalement. Rien à voir. Ça s'appelle Signalement, je crois. Du cas d'une jeune fille pour qui un membre de la famille avait signalé à de nombreuses reprises que sa nièce du coup était maltraitée avec des preuves, etc. Et c'est elle qui a été interdite de l'approcher, c'est elle qui a eu des mesures d'éloignement, c'est elle qui a dû se défendre auprès de la justice du harcèlement qu'elle faisait subir du coup à pas à sa belle famille, mais en gros aux parents de sa nièce, etc., pour que, arrivé à 18 ans, alors qu'il y avait un pédocriminel qui dormait chez eux, et que l'enfant était déscolarisé, que l'enfant il avait des marques de violence, etc., l'enfant avait complètement été oublié, et ça s'est fini en procès, où c'est la gamine arrivée à ses 18 ans, ça s'est quand même passé en gros de ses 3 à ses 18 ans, où l'ASE n'a rien fait, quoi, en gros, hein. Euh, Où à la fin, en fait, quand la fille est devenue assez grande pour pouvoir parler, elle disait qu'en gros, tout avait été vrai et que personne ne l'a jamais aidée et que ses parents l'ont détruite et qu'elle s'est fait violer et que ses parents fermaient les yeux, voire ses parents la prostituaient. Enfin, c'était un enfer, quoi. En plus, c'était dans un contexte où sa mère avait déjà eu un enfant avant, qu'elle avait assassiné. Enfin, tout était sordide dans cette histoire. C'était un truc qui avait été fait sur France 2. Là, j'avais regardé l'émission ensuite avec les personnes qui avait été du coup la meuf en question avec la tante, etc. C'était à glacer le sang et on se disait putain du coup c'est ça wow, c'est ça qui se passe quoi en France aujourd'hui quoi ça pose quand même tout un tas de questions sur l'ASE et après on ressentait bien que le manque de moyens à un moment elle débarque chez le gars de l'ASE et il lui explique qu'il a 500 dossiers à gérer et que en gros c'est toujours le même problème. Hein. C'est un problème qui existe dans tout un tas de choses. Moi, pour rien avoir, mais sur les questions des aides à la rénovation pour la maison ou sur les contrôles de machin, quand il y a des aides de l'État, j'y avais été moi-même confronté. C'est qu'en gros, on t'explique que, et c'est vrai pour tout, et c'est du coup d'autant plus vrai quand c'est dans des cas de justice, c'est en gros la logique, c'est que si le dossier est compliqué, s'il n'est pas simple à expédier, on l'oublie. Parce qu'un dossier qui va te prendre 4 ou 5 fois plus de temps parce qu'il y a des spécificités, c'est un dossier pour lequel tu n'as pas le temps. Voilà. C'est vrai, aujourd'hui, pour tout, dans toute administration qui manque de moyens. Pour quoi que ce soit. Que ce soit pour sauver un enfant et essayer de lui garantir un destin à peu près correct sans qu'il vive dehors, sans qu'il meure ou sans qu'il se fasse violer, hein, c'est que pour les permis de construire, que pour faire renouveler votre permis, j'en sais rien, que vous pour vos déclarations sociales, c'est vrai pour tout. Aujourd'hui en France, on est pour le meilleur et pour le pire, à chaque fois ramené à cette situation où, en fait, le manque de moyens fait que tout dossier qui est un peu compliqué est oublié. C'est dramatique.
Voilà, c'est dramatique à tous les points de vue, à tous les étages, pour absolument toutes les situations. Et là, on touche à un autre truc, hein, quand on dit ça, c'est la lenteur de la justice, bien sûr. La justice est beaucoup trop lente à intervenir. Sauf que bah, si elle peut être lente pour des choses qui peuvent mettre un peu de temps à attendre, quand c'est pour le destin d'un enfant qui est en danger, surtout quand l'enfant est jeune, il faut agir vite. Donc voilà, c'est compliqué, hein. C'est vraiment dur. Voilà. En école d'éduc, on nous dit souvent que ce n'est pas un problème de moyens, mais comment les assos gigantesques du handicap utilisent les moyens. Bah là, il y a un problème de moyens, hein, si je peux me permettre. Ça a l'air d'être assez un constat assez partagé par toute la filière. Donc l'ASE, c'est compliqué. Moi, j'ai croisé des gens qui ont travaillé à l'ASE. Je dois dire que toutes les personnes que j'ai croisées qui y travaillaient l'ont toutes quitté. Toutes finissent par partir. Parce que je crois qu'à un moment, quand tu veux bien faire ton travail et que tu n'as pas les moyens de bien faire ton travail, ça devient trop dur de faire ton travail. C'est trop dur de fermer les yeux et de mal faire. C'est un peu le constat qui était revenu avec deux, trois personnes avec qui j'ai parlé qui ont complètement parti dans autre chose. Ce qui se comprend, hein. C'est marrant parce que j'ai eu cette discussion avec des profs il y a pas longtemps aussi. On imagine pour des raisons annexes. C'est organisé avec le cul. Le principe, c'est de déléguer à une myriade d'assos qui ne rend pas le système rationnel. Oui, mais parce que les assos, c'est du financement externe. C'est de la délégation, en fait. C'est de la sous-traitance. Forcément. Donc voilà, sur ces deux principaux sujets. Et sur le maintien du lien familial, je comprends ce que vous dites, hein. Pour moi, ça n'a jamais été en lien avec l'ASE ou quoi que ce soit, mais moi, vous savez que j'ai fini par devoir aller vivre chez une tante. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Sous les radars, c'était absolument officieux. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé dans le cas du docu-signalement, là, des personnes, je sais plus comment elles s'appellent. C'était ce qui s'était passé. Elle a fini un moment par vivre chez une tante et la juge a ordonné à ce que l'enfant soit replacé en famille. Bon, bah, moi, il se trouve que du coup, moi, je suis parti vivre chez une tante. Euh, Moi, il n'y a pas eu de placement, de jugement ou de quoi. J'ai même été oublié dans le divorce. Moi, je n'apparais même pas dans les papiers du divorce. Visiblement, mes deux parents ont oublié que j'existais à ce moment-là. Ça devait les arranger pour les questions de pension, mutuellement. J'imagine. J'en sais rien, mais bon. La question reste ouverte. Eh ben, il se trouve que du coup, je suis allé vivre chez une tante, mais il n'y avait rien d'officiel. Il n'y avait rien d'officiel du tout. Enfin, ça a été mon adresse permanente quand même pendant de nombreuses années. C'est là-bas que je vivais, c'est là-bas que je dormais. Mais par exemple, bah, pour parler très concrètement, ma tante et mon oncle n'ont jamais eu d'avantage fiscal, n'ont jamais pu déduire de demi-part, par exemple. Parce que j'étais un enfant à charge. Parce que officiellement, j'habitais pas là. C'est sûr. Tu l'as mal vécu? De quoi que je l'ai mal vécu? Comment ça que je l'ai mal vécu? De quoi? D'habiter chez ma tante? Bah moi, je suis content qu'il n'y ait pas eu de juge à décider de quoi que ce soit, hein. Ou qu'il n'y ait pas eu l'État à se mêler de tout ça. J'étais très content de cette situation où ça s'est géré dans la famille. Pour le coup, on m'aurait forcé quoi à vivre avec ma mère? Putain, heureusement que non, hein. Oh là là.
Mais le truc de, justement, on ne sépare pas un enfant de sa mère, voilà. Moi, j'ai eu le cas aussi de... et on me l'a redit, putain, c'est un truc qu'on m'a redit quand avant-hier. On m'a dit, c'est quand même pas normal que tu ne parles plus à ta mère. C'est pas normal au nom de quoi? Qu'est-ce que t'enseignes, ma vie? Et en fait, c'est ça, c'est la normalité, la règle transcendante, inscrite dans les lois de l'univers, qui s'applique et qui s'abat sur toi. Justifie-toi de ne pas la respecter. Mais enfin, je veux vous dire, c'est pas une règle inconditionnelle et innée et figée dans le marbre. Si jamais tes parents sont abusifs, qu'est-ce que tu vas continuer à leur parler? Bien sûr que non. Et d'ailleurs, il y a une loi, moi, que je conteste, hein, pas que je conteste, moi qui me fait peur. Vous savez que les enfants et les parents se doivent mutuellement assistance. Et c'est un cas qui est arrivé, je l'ai vu récemment chez Julien Courbet. En fait, ma mère, ça se trouve dans 5 ans, dans 10 ans, elle peut me coller un procès pour me forcer à lui payer la maison de retraite. Alors que cette femme nous a abandonnés, est partie vivre sa vie ailleurs, a décidé de dilapider l'héritage familial sans jamais se retourner et sans jamais se poser la question de ce qu'il advenait de nous. C'est un truc de zinzin. Et ce sera la loi. C'est la loi. C'est comme ça. Et donc moi, je trouve que ma mère c'est une folle, mais ma mère a beaucoup décroché le téléphone pour dire aux gens, vous vous rendez compte, mon fils indigne refuse de me parler alors que je suis sa mère, alors que je l'ai mis au monde. Fait, mais évidemment que je te parle plus, t'es une psychopathe. T'es une psychopathe qui essaie de détruire le monde et les gens qui t'entourent. Enfin, évidemment que je te parle plus. Enfin, au bout d'un moment. Et me taper des procès, moi, parce qu'on fait aussi, on fait ce procès-là aux gens, on fait aussi ce procès-là aux enfants. Hein. Et on t'essaye de t'expliquer que c'est pour ton bien, que tu dois être au contact permanent de gens qui te font du chantage affectif, qui te volent, qui te détruisent. C'est absolument... comment est-ce que vous voulez avoir confiance dans ces gens-là? Moi, directement, quand des gens qui connaissaient finalement assez peu ce qui se passait chez moi venaient m'expliquer comment je devais gérer mes relations humaines et familiales, et elles te disent, alors le pire c'est quand elles te disent, moi ce serait moi, mon fils me parlerait plus, je serais abattu. Oui, mais t'es pas ma mère en fait, qu'est-ce que c'est quoi ton problème? T'as pas éduqué tes enfants comme elle a éduqué les siens, ça va savoir qu'elle les a pas éduqués. Enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Tu vois? Et donc, voilà, on est dans un monde qui sacralise la famille et ce qui donne à la famille tous les droits d'abuser, de s'abuser tous mutuellement. Et moi, c'est effectivement l'une des doctrines que j'aime le moins et que je conteste le plus et qui me rend le plus zinzin, quoi. Et moi, c'est des trucs où régulièrement dans ma vie, à partir du moment où ma mère a décidé de partir et de faire voler la famille en éclats et de tous nous détruire, nous assécher, nous voler, etc. En plus de ça, j'avais tout un village, enfin tout un village, j'avais une bonne partie des gens de mon village qui venaient m'apprendre à moi, qui à l'époque devait avoir 15 ou 16 ans, que c'était ma faute. Et que je faisais pas ce qu'il fallait. Parce que l'adulte responsable avait décidé de tout détruire. Bon, ça, que voulez-vous que je vous dise? Donc ça, je comprends tout à fait, hein, que moi, cette doctrine de la sacralisation du lien avec les parents, moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais moi, le jour où j'ai des enfants, ma tante sera 1000 fois plus une grand-mère légitime pour mes enfants que ne le sera jamais ma mère. C'est évident. Et pourtant, ça ne fonctionnera pas comme ça, ni aux yeux de la loi, ni aux yeux de la plupart des gens. Ce qui est quand même fou. Donc, moi, ça me rend taré. Bon, c'est comme ça. Hein. Donc moi, je ne comprends pas ce truc. Il y a moins ça vis-à-vis du père. Oui, moi, il se trouve que dans ma famille, tout dysfonctionnel était mon père. Et d'ailleurs, mon père, vous l'avez déjà vu en stream, je l'ai déjà invité ici, j'en parle souvent. D'ailleurs, vous savez que c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'en fait, moi, il y a toujours un dilemme de me dire est-ce que je peux parler de lui
sachant qu'il a aussi une vie sociale, il a fait du chemin depuis, bon, même si pas totalement, et que n'importe qui pourrait tomber sur ce qu'est un jugement moral, moi, de ce qu'est mon père, ce qui est censé être quelque chose qui reste dans le cadre privé. Et puis en fait, j'ai une autre ligne, qui est paradoxale et qui va en contradiction, qui est de me dire, oui, mais mon histoire, elle m'appartient aussi. Mon histoire, elle m'appartient. Donc moi, avec mon père, aujourd'hui, j'ai à peu près fait la paix. Et mon père, je lui reconnais une chose, tout dysfonctionnel qu'il a pu être, c'est qu'il a fait ce qu'il a pu. Et il a fait ce qu'il a pu en se faisant beaucoup de soucis pour nous. Quand même. Même s'il a mal fait, même s'il a fait des choses qu'il fallait pas faire. Alors, il nous a jamais violés, jamais tapé, hein, mais Dieu sauvé. Heureusement. Mais bon, il m'a quand même mis dehors 2 fois. Hein. Bon, ça, c'est quand même un peu raide, hein, je dois l'avouer, surtout quand on est ado. C'est un peu raide de se retrouver à être dehors, quand même. Voilà. Mon père avait lui-même été un enfant qui, à 14 ans, était parti vivre chez une logeuse, abandonné par ses parents, abandonné par son père. Sa mère mourante est morte quand il était ado. Donc, il reproduisait ce qu'il pensait être une forme de, je sais pas, une forme d'éducation normale et logique, une version un peu aseptisée de celle qu'il avait lui-même eue de son père, qui était quelqu'un d'extrêmement violent, et mon grand-père était vraiment, visiblement, vraiment un enculé. Hein. Donc on a eu la version soft, quoi. La version soft, pour moi, c'est déjà la version de trop. Mais bon, il a fait ce qu'il a pu, il a fait une partie de son examen de conscience, c'est quelqu'un qui sait, tout radin soit-il, et tout réac puisse-t-il être, qui a essayé à peu près de faire les choses, qui a essayé de faire les choses. Voilà. Ma mère n'a jamais essayé. Et ben, aux yeux de la justice, ça a été assez rapide de décider que les enfants soient placés chez ma mère. Que mes 2 sœurs soient placées chez ma mère. Donc ma petite sœur, dès l'instant qu'elle a eu 16 ans et qu'elle a eu 14 ans, dès l'instant qu'elle a eu 14 ans et qu'elle a eu le choix, elle a directement demandé à voir le juge et a demandé à être placée chez mon père. Mais parce que la doctrine, c'était... ce qui est vrai aussi dans la majorité des cas, malgré tout. C'est le père qui est problématique et c'est la mère qui s'occupe des enfants. Le mieux. Et c'est vrai dans une majorité de cas, probablement, en fait. C'était pas le cas dans ma famille. Dans ma famille, c'était le contraire. Bah, malgré tout, bon, bah voilà, hein, so long. Hein. Ma maman était pas prof, non. Non, non, ma mère n'était pas prof. Ma mère, elle était soit femme au foyer, soit elle faisait des petits boulots par-ci par-là, mais non, elle était pas prof, ma mère. Donc mon père a pu avoir la garde de ma sœur quand c'est ma sœur qui a fait la demande directement. Sinon, c'était râpé pour lui un peu, hein, hélas. Hein. Puis de toute façon, ma mère lui avait un peu fait comprendre que si de toute façon il y avait un doute et que si jamais il obtenait la garde, elle l'accuserait d'attouchement ou elle l'accuserait de viol ou elle l'accuserait de quoi que ce soit, pour que de toute façon, de manière préventive et vu la lenteur de la justice, voilà, elle puisse se garantir d'avoir la garde et qu'en plus elle puisse l'empêcher de voir ses enfants. Donc disons que bon, voilà. Et que vous voulez que je vous dise? Ma grand-mère, j'ai fait la fête à sa mort. En l'enterrement, on me disait, tu pleures pas, t'es un brave. J'étais ultra content. Ah oui, bah moi, je le dis encore aujourd'hui. Moi, ma mère, j'y pense finalement assez peu dans la journée. C'est comme si elle était déjà morte en réalité. Je l'ai pas vue depuis 15 ans. Euh, Alors qu'on vient de me dire et qu'on vient de me faire des procès, oui, mais quand même, c'est ta mère. Oui, bah et alors? Ce qui est important, c'est les gens qui t'ont élevé, les gens qui t'ont marqué, les gens qui t'ont aidé. Ce sont pas les gens qui t'ont fait la misère. Franchement, euh, ça me paraît assez important. Et pour reconnecter au cadre, enfin à la situation de l'ASE, ça me paraît évident que pour des enfants placés qui ont été abusés par leurs parents d'une manière ou d'une autre, se retrouvent dans un foyer où ils sont considérés, ils peuvent parler, ils peuvent jouer, ils peuvent s'amuser, se sentir en sécurité, qu'ils développent un lien affectif fort avec ses parents par procuration, bah, ça me paraît absolument essentiel et normal. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et que ça fonctionnait à l'ancienne aussi. C'est comme ça que ça marche. Non, je sais pas ce qu'elle devient. Enfin, je sais pas ce qu'elle devient. J'entends parler par ma sœur, mais je m'y intéresse pas tellement. Hein. C'est pas quelque chose de central dans ma vie. Euh...
Et voilà, il y a ce truc de, on me dira, oui, mais tu vas regretter. Je vais regretter quoi? En fait, non. Ce qui serait le plus grand regret pour moi aujourd'hui, c'est pas d'avoir tout fait pour m'être mis bien avec ma mère, parce que je m'en fous, en fait. C'est pas possible, de toute façon. C'est quelqu'un qui ne peut pas changer de système de pensée. Donc, de toute façon, ça sert à rien de vouloir le faire changer. Non, ce que je regretterais, c'est d'avoir dédié toute cette énergie, alors que j'aurais pu la dédier avec des gens qui en valaient la peine. À des gens qui en valent la peine. Ça, ce sera un regret. Moi, j'ai envie de faire plaisir et j'ai envie de nouer des liens et passer du temps avec des gens que j'aime bien. Qu'est-ce que je vais me casser le cul à essayer de le faire avec des gens que j'aime pas? Au bout d'un moment. Avec ma femme. Ouais, bah, ouais. Ma femme, ce soir, elle est à la piscine. Enfin, voilà. Le sujet de l'ASE, c'est un sujet compliqué. Abuser de ses enfants, c'était tellement la norme, il y a encore juste une ou deux générations, c'est dingue. Oui, moi, on me disait souvent, quand j'étais enfant, que... et après, on reconnectera sur le sujet, hein, parce que on commence un peu... Là, on divague pas mal. Que j'avais de la chance qu'on me tape pas dessus. Parce que si si ça avait été du temps de mon grand-père, là, on en aurait déjà pris une. Après, mon grand-père était visiblement quelqu'un de vraiment très violent. Mon grand-père, c'était vraiment pas quelqu'un de recommandable. En plus, c'était quelqu'un de bourré à longueur de journée. Donc, ça n'aidait vraiment pas. Bien sûr. Bon. Il y a beaucoup de choses qui sont normalisées et sur lesquelles on a quand même fait pas mal de chemin, je crois, aussi en tant que société. Et ça, c'est plutôt cool. Ah si, je me suis déjà pris une branlée par mes vieux aussi. Si, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Mais figure-toi que la plus grosse branlée que je me suis jamais prise, paraît-il, je ne m'en souviens pas. Je me souviens d'avant, mais je me souviens pas de la branlée en question. C'était un moment où je refusais de manger. J'étais enfant et je refusais de manger, parce que vous savez, je suis quelqu'un de très anxieux, et j'avais peur de m'étouffer et de mourir. Et donc du coup, je refusais de manger. Parce que j'avais peur de m'étouffer. Mon père a réglé le problème, euh, on va dire à l'ancienne. Mais je m'en souviens pas. J'ai toujours la même peur. Hein. J'ai toujours peur de mourir. Et j'ai toujours une peur maladive de la mort. Ça n'a pas changé. Voilà. Ça, c'est... Voilà. À l'époque, on t'envoyait mourir à la guerre sans te demander ton avis, ça n'incitait pas à chouchouter ou à respecter l'évolution de tes enfants. Si je peux me permettre, ni mes grands-parents, ni mes parents n'ont été une génération où on envoyait les gens mourir au front. Mon grand-père a connu la guerre, oui, mais il était jeune, il n'a jamais eu l'âge d'être envoyé au front. Euh, mon père, encore moins. Voilà, vraiment... Donc oui, si, ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Mais justement, toute la question des baby movers, et on va reconnecter, vous allez voir ensuite avec le sujet sur la question de l'international. Puisque oui, j'ai regardé Jean-Luc Mélenchon, j'ai regardé Raphaël Glucksmann, j'ai regardé De Villepin pour vous. C'est compliqué. Toute la problématique des baby boomers, c'est précisément que ce sont des gens qui ont plutôt connu la belle vie. Ils ont connu un progrès technologique considérable, une évolution de carrière, de salaire considérable. Ils avaient un foncier qui était extrêmement abordable. Ils ont aujourd'hui plutôt un très bon pouvoir d'achat. Il faut savoir que les retraités épargnent beaucoup plus que les actifs. C'est-à-dire, en gros, ce que ça veut dire, c'est que les retraités, aujourd'hui, vivent mieux que les gens qui travaillent. En gros, hein, globalement, ce que ça veut dire. Ils ont plus d'argent de poche hein, pour finir le mois que les gens qui travaillent. Et c'est eux qui votent à droite. Voilà. Et qui nous mettent Emmanuel Macron président de la République. Je crois que ces vieux-là, et qui votent RN aussi pour beaucoup maintenant, de plus en plus. Je crois que ces gens-là, bon. Mon frère s'est suicidé il y a 2 ans, mon fils de 4 ans à l'époque était très marqué par cela. Je suis désolé pour toi. On nous parle souvent de la mort, mais pas de manière anxieuse, plutôt apaisée. Et moi, la mort m'a toujours obsédé et on m'a toujours dit, ce qu'on disait à mes parents, c'est une phase, vous allez voir, ça va passer. Spoiler, non. C'était, je pense, le symptôme
de quelque chose qui est toujours extrêmement présent, c'est un symptôme d'anxiété très très important. J'étais très très anxieux quand j'étais enfant. Je suis toujours très très anxieux. Mais ça s'exprime aujourd'hui bien différemment parce qu'aujourd'hui j'ai le contrôle sur beaucoup de paramètres de ma vie. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai une forme de contrôle. Là où quand j'étais enfant, j'étais à la merci des adultes. Et être un enfant extrêmement anxieux quand on est à la merci des adultes, c'est un enfer sans nom. C'est un monde d'incertitude totale. On te force à parler, à interagir avec des gens que tu ne connais pas, à faire des actions que tu n'as pas envie de faire, à faire des sports que tu n'as pas envie de faire, à aller à l'école et devoir interagir avec des gens avec lesquels tu n'as pas envie d'interagir. C'est... voilà. T'avais peur des astéroïdes, des acariens. J'avais peur de mourir... moi, j'avais peur de mourir empoisonné. J'avais peur de me faire empoisonner par la nourriture. Donc je refusais, je pensais que tout était poison. Donc voilà. C'est ta mère qui t'a matrixé et t'a conditionné à stresser, ça se gère en TCC, peut-être. Ah oui, non, après dans ma famille, de toute façon, ma grand-mère aussi était très anxieuse, je pense. Ma grand-mère, par exemple, me disait, va pas jouer dans les hautes herbes, il y a des serpents. Va pas jouer à ça, il y a ceci, touche pas à ça, ça peut te tuer. Je suis en mode, bon, je ne vais rien faire, je vais m'enfermer et je vais regarder le temps passer. Et après, mon père y arrivait, il me gueulait dessus, ils me font, ouais, surtout le temps enfermé, les enfants maintenant, ils peuvent pas aller faire un tour dehors. Moi, quand j'étais gamin, on jouait avec 3 cailloux et un bout de bois. Hein. C'était une autre époque. Voilà. Le tennis, c'était au pays, oui. Je suis tout à fait allé au tennis au pays, oui. Tout à fait. Chez un Italien, dans le jardin, je sais pas, vraiment le jardin, plutôt le terrain vague d'un Italien. Tout à fait. Des semaines en voiture, mon fils me déclare qu'il considère que la voiture lui vole de la vie, puisque pendant qu'on roule, il ne peut rien faire. C'est comme si on lui volait de la vie. Ah, j'ai été obsédé par le temps et je suis toujours. Quand j'étais gamin, j'étais obsédé par le temps, je suis toujours. Ce que tu es en train de décrire, l'enfant que tu es en train de me décrire, il a l'air d'être comme moi. Si c'est le cas, t'as pas fini de le rassurer. Et bon courage. Bon courage, non pas parce qu'il sera difficile à gérer, j'étais pas difficile à gérer, mais j'étais source d'inquiétude. Quand on s'inquiétait, pour les gens qui s'inquiètent. Je trouve que le son de mon micro est mortel. Ah ouais? C'est une bonne chose ou pas? Ouais, j'étais malade en voiture quand j'étais gamin aussi. Mais voilà, on vient d'un monde où effectivement le stress est palpable. Euh... Bah putain, c'est d'habitude les gens ici viennent pour se plaindre du micro. Hein. Ils viennent pour se plaindre, ils disent le son il est trop fort, c'est saturé, on n'entend rien. Moi je pense que ce sont des gens qui écoutent sur un téléphone de merde, hein, mais bon, voilà ce que j'en pense. Non, il est pas saturé du tout le son. Je le vois, moi je le vois le son, j'ai un retour visuel. Bon, j'ai normalement un retour audio, mais je porte pas le casque là. Mais oui. Le son il est trop fort, c'est saturé. Mais non! Baissez le son de vos enceintes. Moi je pense que c'est parce que vos enceintes elles sont pourries. L'explosion c'est pas le jeudi. Il y a des explosions mais c'est pas le jeudi. Bon, sur cette note où on a passé les 20 dernières minutes à faire une thérapie collective sur nos enfances respectives, et j'espère que ça nous rendra meilleurs parents, pour ceux qui souhaitent être des parents ou pour ceux qui le sont déjà, bien sûr.